Comme l'a dit Alejandra, dans la mobilisation actuelle qui traverse le monde de la recherche, les activités scientifiques, elles sont annulées ou reportées en général. Et il y a une autre option, celle de transformer donc ces espaces autour d'autres sujets pour nourrir les réflexions, la mobilisation, sensibiliser aussi, diffuser des revendications. Et lorsque cette proposition m'a été faite par les organisatrices, j'ai immédiatement réfléchi à l'apport que je pouvais faire dans cette optique-là et qu'est-ce que je pouvais présenter. Et il m'a paru pertinent d'aborder le sujet que je vais vous présenter, donc qui me tient à cœur et qui, à mon sens, soulève des questions importantes dans tout contexte de mobilisation sociale, à savoir quelles sont les places et les revendications féministes dans les luttes sociales et les apports donc de ces revendications, comment les féministes lisent aussi des contextes de mobilisation donc sur des thématiques plus larges, on va dire. Et comme je suis reliée au Chili, j'ai été particulièrement attentive à ce qui s'est passé depuis octobre et je me suis dit que le fait d'exposer certains éléments donc de cette révolte en lien avec les activités des groupes féministes trouvait sa place dans ce cadre proposé. Donc je remercie aussi les organisatrices d'avoir accepté l'initiative. Et je souligne qu'il ne s'agit donc pas de recherche aboutie, pour ainsi dire, mais c'est plutôt un partage d'expériences. Je vais vous parler d'aspects que d'habitude je ne présente pas dans un cadre universitaire et de recherche. C'est donc aussi l'occasion pour moi de structurer ma pensée et ma motivation, c'est de transmettre des éléments qui finalement peuvent avoir écho dans un contexte français, donc en France actuelle, de mobilisation pour le retrait donc d'une loi qui imposerait un système de retraite par capitalisation, ce qui est déjà le cas au Chili justement, et plus largement contre des mesures néolibérales qui affectent et démantèlent les services publics, notamment le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, et l'apport que peuvent avoir donc les regards féministes. Alors je précise aussi que je porte plusieurs casquettes. Donc je suis sociologue, docteur sans poste, enseignante chercheuse précaire à la fac donc, de Strasbourg, enfant de l'exil. Donc je suis née en France, puis allée vivre au Chili avec mes parents et ensuite revenue en France. Issue donc d'une famille de secteur populaire, réfugiée politique en France dans les années 80, et une famille retornada, qui est un néologisme qu'on utilise au Chili pour désigner les personnes ou les familles qui sont parties du Chili pour des raisons politiques pendant la dictature, donc pour rappel 1973-1990, et qui sont rentrées au Chili, donc retornar, donc retornada. Et je suis également donc femme, cisgenre, et je m'inscris dans une réflexion féministe, anticapitaliste et antiraciste. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui avec vous, et notamment les actions, il s'agit de choses que j'ai lues, mais aussi observées. Parfois, en quelque sorte, j'ai aussi participé de certaines actions, plutôt par des engagements assez ponctuels, sans être encartée ni rattachée à une association ou collectif. Et les réflexions et les considérations que je vous présente sont aussi le fruit des rencontres que j'ai eues au travers donc, de mon parcours. Je vais donc conjuguer quelques éléments de réflexion qui sont issus de rencontres, de lectures, et ça sera donc la présentation de pensées, de pratiques militantes féministes collectives, et je finirai donc la présentation en m'appuyant brièvement sur quelques exemples. Alors on peut dire qu'aujourd'hui les femmes en Amérique latine commencent à unir leurs forces contre le patriarcat et contre le néolibéralisme. On entend depuis un certain temps donc les mobilisations contre le harcèlement sexuel, les féminicides, pour la légalisation de l'avortement. Et elles se soulèvent également contre les violences économiques et la vie précaire. Je reviendrai sur ces aspects à plusieurs reprises. Mon intention n'est pas du tout de réduire le féminisme latino-américain en parlant de quelque chose de complètement homogène. Donc le féminisme latino-américain et chilien. Il existe différents courants, une multitude de groupes féministes différents.
De manière générale, il est préférable de se référer au féminisme au pluriel, où il y a donc plusieurs tendances qui coexistent et où on peut y voir également des conflits. Alors j'évoque souvent cette question en faisant une analogie avec le positionnement politique. Quand quelqu'un se déclare comme étant de gauche, par exemple, ça peut se traduire par des positionnements aussi différents, bien qu'il y ait donc des points communs entre les différentes gauches. Donc c'est un peu la même chose, je dirais, pour donc, le féminisme. Alors quelques éléments sur les féminismes latino-américains. Je vais faire un bref retour historique, mais de manière très très générale pour aborder aussi le contexte chilien, puisque ça mériterait une intervention en soi beaucoup plus approfondie et plus longue. Et je ne peux pas prétendre vous exposer la diversité et la richesse des différentes périodes, des différentes situations régionales et nationales, des mouvements de femmes et des mouvements féministes de l'Amérique latine. Donc je vais me limiter à un rapide panorama. Donc, de manière générale, les mouvements féministes latino-américains sont riches. Dans ces aspects théoriques, on y retrouve notamment le féminisme décolonial latino-américain, porté entre autres par des auteurs comme Rita Segato, Maria Lugones ou encore Oti Curiel. Les féminismes latino-américains sont aussi riches dans leur application concrète, comme ce qu'on peut voir dans le féminisme communitario bolivien ou encore chez les femmes zapatistes au Mexique. Et il est vrai que depuis quelques années, je dirais à partir des années 2000 et ensuite, il y a clairement un essor de groupes féministes en Amérique latine, un essor qui s'est intensifié durant cette dernière décennie, donc pendant les années 2010. Cependant, cet élan n'est pas venu de nulle part. N'oublions pas que les femmes, de manière générale, dont des féministes, n'ont jamais été absentes en fait des processus politiques, des mouvements sociaux contestataires, des mobilisations collectives, loin s'en faut, mais elles en étaient rarement les protagonistes. Les revendications féministes passaient souvent donc à la trappe, et cela peut s'expliquer en partie par la manière d'agir politiquement qui passe, ou a souvent passé, par le militantisme partisan, c'est-à-dire dans des partis politiques. Et les femmes sont moins nombreuses, quantitativement, à être affiliées à des partis politiques. Et surtout, lorsqu'elles le sont, la plupart d'entre elles sont plutôt des militantes de base. Et seules quelques-unes obtiennent des responsabilités donc, dans les structures partisanes. En plus, les inégalités entre les hommes et les femmes ne font que très rarement, auparavant, l'objet de réflexion de la part des différents partis politiques de gauche latino-américaine. Mais on peut dire aussi que ce constat ne concerne pas uniquement donc l'Amérique latine. Et de manière générale, les femmes ont tendance à occuper ce qu'on appelle un rôle subalterne dans la hiérarchie partisane, c'est-à-dire que les partis politiques continuent à être majoritairement donc dirigés par des hommes. Donc historiquement, les femmes en Amérique latine ont plutôt participé ou se sont organisées dans des groupes, des organisations de base. Au Chili, par exemple, elles étaient fortement mobilisées durant le régime dictatorial de Pinochet, donc durant les années 70 et 80. Elles ont résisté face à la répression, elles se sont organisées pour faire face à la pauvreté, même si les marges de manœuvre étaient très très réduites. Les femmes agissent et réagissent lorsqu'il y a de l'oppression, et elles élaborent aussi des stratégies de résistance, qui peut être aussi synonyme de survie. Par exemple, dans des situations d'extrême pauvreté, il faut élaborer des solutions d'urgence, mettre en place des stratégies collectives en termes de subsistance économique, et c'est ce qu'on voit dans les pays donc, qui sont atteints par une situation très autoritaire et où la pauvreté donc, est très élevée. Donc, des femmes se sont engagées de multiples manières dans des organisations de base, dans des mouvements pro-politiques et ou révolutionnaires, et seules quelques-unes ont effectivement occupé des positions importantes dans des groupes politiques. Alors, lorsqu'on est dans des situations de violence d'État, cela signifie aussi que la violence structurelle envers les femmes, ce dispositif de violence structurelle, devient plus fort.
Et en plus, les idéologies qui sont portées et dictées par des dictatures vont servir à accentuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Et en plus, ces régimes légitiment les violences physiques, les violences sexuelles, les violences matérielles et symboliques contre les femmes. Donc au Chili, mais ce n'est pas donc le cas uniquement du Chili, le régime donc prônait des codes moraux très stricts, conservateurs en ce qui concerne la sexualité par exemple, à plus forte raison pour les femmes. L'avortement dit thérapeutique est interdit durant cette période-là. Et des féministes chiliennes vont mettre en avant, durant la dictature militaire, que le régime place les femmes sous l'emprise d'une double dictature. Donc d'une part, la domination masculine, qui va s'accentuer, et d'autre part, la domination d'un État dictatorial. Durant les années 80, les groupes féministes sortent donc à la rue, et elles soulignent dans leur réflexion donc le fait que la violence domestique dans la sphère privée, dans la sphère familiale, est le reflet quelque part de la violence étatique, de la sphère publique. Et à cette période-là, donc, va être lancé le slogan assez percutant des féministes chiliennes, « Démocratie dans le pays et à la maison », et certaines vont rajouter « et au lit ». Donc là, on voit aussi une critique donc, en termes féministes, on va dire, qui vise autant l'État, la violence donc, dans la sphère publique et donc dans la sphère domestique, et une référence aussi donc à la sexualité. En fait, mon propos est surtout de souligner qu'en Amérique latine et au Chili, hier et aujourd'hui, on va dire, les mobilisations sont très fortes. Les femmes en général et les féministes en particulier sont présentes dans les luttes et les mouvements sociaux actuels, et elles l'ont toujours été. Depuis quelques années, donc, les féministes latino-américaines et les chiliennes ont fait irruption et elles interviennent sur la scène publique en masse. Elles font entendre leur voix et leurs corps deviennent visibles. Les revendications sont assez multiples. Elles portent autour de l'oppression sur les corps des femmes et ce qu'on appelle donc en Amérique latine, en reprenant aussi des théories qui viennent du monde anglo-saxon, les dissidents sexuels, donc la communauté LGBT+. Et donc il y a des revendications contre le harcèlement, les violences sexuelles, les féminicides, la lutte pour l'avortement. Et à la fois, il y a aussi des revendications autour de l'exploitation économique. Elles vont axer aussi le travail domestique gratuit, donc le travail reproductif, et aussi mettre en avant la pauvreté des femmes travailleuses salariées. Et leurs pensées sont aussi marquées par les théories décoloniales et l'antiracisme. Donc une des caractéristiques on va dire, du féminisme latino, avec beaucoup de nuances évidemment et de différences, c'est qu'il est pensé et articulé avec d'autres formes de domination sociale. Donc patriarcat, mais aussi capitalisme et racisme. Donc en effet, les revendications féministes latino-américaines plus largement et chiliennes sont plurielles et transversales. Et les groupes féministes chiliens vont allier réflexion et action collective. Alors selon la sociologue Jules Falquet, justement l'une des particularités des féminismes d'Amérique latine, c'est qu'il est en lien avec le mouvement indigène et le mouvement ouvrier. Et donc les théorisations et luttes féministes latino-américaines peuvent être à la fois décoloniales et antiracistes, et elles portent sur les inégalités de classe. Plus largement, elles ont un positionnement anti-néolibéral ou anticapitaliste. Autrement dit, les féminismes latino-américains dénoncent tant le patriarcat que le racisme et le capitalisme, et leurs revendications soulignent le besoin pour les femmes, notamment les plus pauvres, les plus démunis, de se débarrasser du capitalisme, et que pour cela, on ne peut pas donc négliger un des piliers sur lequel le capitalisme repose, le travail. Et là, à nouveau, donc, cette question du travail reproductif gratuit réalisé essentiellement par des femmes dans l'économie mondiale.
Donc on assiste aujourd'hui à un renouveau féministe, dont un des épicentres pour certaines auteurs se trouve en Amérique latine. Et une des questions qui traversent les mouvements féministes ici et ailleurs tourne autour du besoin de penser ensemble différents rapports d'oppression, donc patriarcat, capitalisme et racisme, et non pas de les considérer donc isolément, et de les penser aussi donc dans un contexte politique et de mobilisation. Donc ces mouvements féministes font partie de la résistance face au néolibéralisme. Les féministes ont leur mot à dire et s'élèvent donc contre des mesures néolibérales. Elles pointent la violence du système politique et économique et ses répercussions et les atteintes qu'a ce système, particulièrement sur les femmes et les dissidents sexuels, les communautés indigènes, les migrants et les migrantes, et aussi sur l'environnement et les ressources naturelles. Alors, on parle de quatrième vague ou quatrième révolution donc, du féminisme en ce moment. Et ces féminismes latino-américains se réapproprient d'une certaine manière des héritages des mouvements féministes antérieurs en fait. Il y a des revendications qui font clairement écho aux revendications féministes des années 70 et 60 aussi, de la lutte pour disposer librement de nos corps. Et les revendications des féministes des années 80 et 90 qui croisent donc genre, sexualité, race, entre guillemets, et classe sociale. Classe sociale et inégalité de classe. Car le travail donc est aussi au cœur des revendications des latino-américaines qui soulignent la centralité du travail reproductif et productif donc dans l'économie mondiale et dans le capitalisme, évidemment en mettant en exergue que ce travail gratuit reproductif il est majoritairement effectué par des femmes et dans la stratégie souligner l'impact que peut constituer une grève féministe qui inclut donc ces deux dimensions du travail, le travail reproductif qui n'est pas salarié et le travail salarié. En ne laissant pas de côté cette question de la classe sociale, comme l'avait signalé justement Jules Falquet, les mouvements féministes en Amérique latine reprennent et se réapproprient d'analyse donc du mouvement ouvrier. Donc, il y a plusieurs féministes qui se sont intéressés au mouvement féministe latino récent, qui suscite donc un intérêt croissant. Je pense notamment à la parution en août dernier de l'ouvrage d'Aurore, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, Koechlin, qui s'intitule La Révolution féministe, où justement elle postule le début d'une quatrième révolution féministe. Elle situe donc la naissance de cette quatrième vague ou révolution au tournant des années 2010, à la suite justement de plusieurs mobilisations en Amérique latine. Alors, pour reprendre les revendications, justement, celles qui portent contre les violences sexuelles vont être centrales dans la constitution d'un large mouvement féministe latino-américain, puis ensuite dans d'autres régions du monde. Et Koechlin retrace justement une date, elle prend la date de janvier 2011, où une féministe mexicaine, Susana Chavez, est assassinée. Et c'est une activiste donc, féministe mexicaine qui avait mené un très long combat contre les féminicides au Mexique et à qui on doit en fait l'expression ni una menos, puisque son expression était ni una mujer menos ni una muerta más, donc pas une femme de moins, pas une morte de plus. Ce nom donc a été réapproprié notamment en Argentine par le mouvement Ni Una Menos en 2015. Et ce mouvement va lancer donc une vague féministe en Amérique latine qui va se propager dans d'autres régions et se transformer en mouvement donc international. Les féministes latino-américaines aussi vont poser toute la question du féminicide. Et l'un des enjeux du terme féminicide est de montrer que les assassinats par des conjoints ou ex-conjoints
de femmes ne sont pas le fruit d'un hasard, ce ne sont pas des crimes passionnels, mais ce sont des meurtres qui ont des raisons structurelles et systémiques. Ces femmes sont assassinées parce que ce sont des femmes. Alors ce mouvement Ni Una Menos, justement, va faire un peu un effet de boule de neige. Et ce même mouvement Ni Una Menos commence en 2017 à appeler à la grève générale internationale féministe pour le 8 mars. Et donc cette dernière décennie, des féministes ont structuré leur mouvement autour de revendications. Elles ont mobilisé largement autour de ces revendications-là. Donc pour revenir au féminisme, au mouvement féministe chilien actuel, il se trouve donc en plein cœur d'une large révolte sociale. À partir d'octobre, donc, dans les premiers messages ou slogans qui naissent au mois d'octobre, il y en a un que je trouve très très beau, c'est Hasta que la dignidad se vuelva costumbre, que la dignité devienne une habitude. Et c'est un mouvement où les féministes sont aussi d'une certaine manière des protagonistes. Et pour comprendre la participation des féministes à ce mouvement donc plus large, il est nécessaire de revenir un peu en arrière, puisque ces dernières années, il y a eu différents événements qui ont marqué l'élan des mobilisations féministes au Chili. Et il y a eu la création d'espaces qui ont contribué à forger et à construire des forces collectives au sein donc des différentes associations, groupes féministes chiliens. Des événements qui ont réussi à réunir donc des féministes de différents groupes dans une diversité et pluralité. Et c'est ce qui va expliquer en grande partie l'agir actuel des groupes féministes. Alors déjà en 2004, il y a eu un réseau donc chilien contre la violence envers les femmes qui s'était constitué. En 2008, une première marche contre les violences faites aux femmes sous le slogan, sous la consigne pardon, El machismo mata, donc le machisme tue. Et c'est vraiment au début des années 2010 donc il y a différents groupes de femmes qui étaient souvent exclus de la politique avec un grand A, un grand L. Elles se sont organisées pour dénoncer ensemble la précarisation des femmes. Il y a eu des organisations contre la violence donc de genre, contre le harcèlement sexuel dans la rue, au travail, en faveur de la dépénalisation de l'avortement, de la légalisation de la pilule du lendemain. Elles se sont organisées aussi en lutte pour l'égalité salariale et pour une loi inclusive sur l'identité de genre. Dans ces différentes mobilisations, donc on commence à trouver davantage de groupes différents. Il y a eu également les initiatives à partir de 2013 qui ont marqué donc un tournant très important pour mener une bataille ouverte contre l'interdiction totale, puisqu'au Chili c'était le cas, de l'avortement. Une interdiction qui s'est prolongée jusqu'à 2017, donc c'est assez récent. Et il y a eu aussi la formation, comme dans la plupart des pays latino-américains, d'une coordination donc chilienne Ni Una Menos en 2016. Et ce sont tous ces événements en fait qui créent des espaces de contact entre différentes féministes et qui donc provoquent le fait qu'elles vont s'unir dans les rues. Et le dernier événement très très important, c'est ce qu'on a appelé le Mai chilien 2018, qui est le combat mené par des étudiantes donc à l'université contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles et les viols dans le milieu académique, perpétrés en grande majorité par des enseignants. Et à ce moment-là, donc les étudiantes féministes s'organisent et plus de la moitié des 70 universités chiliennes ont participé à des blocages et des occupations féministes. Jusqu'à ce moment, le harcèlement sexuel dans la loi donc, au Chili n'était puni que dans le monde du travail. Il n'y avait donc aucun précédent pour le cadre universitaire et encore moins donc, dans le cadre de la sphère privée. Donc ces étudiantes
fonctionne par assemblée, on appelle ça séparatista, donc non mixte, où les décisions sont prises entre femmes et dissidents sexuels. Dans certains cas, ce n'était pas comme ça, dans d'autres, oui, ça dépend des universités. Et donc, prennent des décisions ensemble et les soumettent ensuite aux compañeros, donc aux camarades et aux collègues masculins, qui en général appuient donc les initiatives lancées par ces groupes féministes. Alors, au-delà d'exiger le renvoi et la mise à la porte des agresseurs, des harceleurs et des violeurs du monde universitaire, les réflexions vont aller donc plus loin. Les étudiantes donc vont revendiquer l'urgence et le besoin d'une éducation non sexiste, donc la fin du harcèlement évidemment, et les inégalités de genre aussi face au système de santé. Et elles vont prôner haut et fort dans les manifestations: nous sommes toutes victimes de la précarisation, étudiantes, migrantes, mères et travailleuses dans la rue. Donc elles commencent aussi à faire appel à d'autres secteurs de la société et à d'autres femmes. Donc elles ont réussi à établir un vrai rapport de force et en quelque sorte elles vont gagner quand même quelques batailles dans le milieu universitaire. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement et les universités donc ne savaient pas trop comment négocier, puisque ce cas de figure n'avait jamais existé. Et ça va marquer un précédent. Il y a certaines institutions universitaires, les plus progressistes on va dire, qui vont constituer des directions, là c'est comment on les appelle, hein, direction d'équidad de género y diversidad sexual, donc direction d'équité de genre et diversité sexuelle, avec des budgets indépendants. Et la mission de cette direction d'équité de genre et diversité sexuelle, et dans un premier temps, c'était de faire des diagnostics, élaborer des protocoles donc à suivre, et commencer donc à donner des formations dans le milieu du travail professionnel, dans le monde universitaire, mais aussi maintenant ça commence à s'élargir. L'intention est que ces formations soient aussi réalisées dans le monde de la fonction publique, pour des relations non sexistes dans le monde professionnel. Donc tous ces éléments ont fait qu'il y avait déjà un potentiel assez fort de mobilisation collective féministe avant donc octobre 2018. Et aujourd'hui donc, puisque le mouvement continue, même si on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, les féministes chiliennes sont dans les rues. Elles sont mobilisées à l'intérieur et au cœur même du mouvement social plus général, à la fois donc dans la lutte contre les violences qu'elles subissent spécifiquement en tant que femmes, notamment en ce qui concerne la répression policière, et contre donc la privatisation de la santé, de l'éducation, du système de retraite et des ressources naturelles. Alors j'ai choisi d'avancer deux exemples, deux groupes. Je vais commencer à nommer ici. La coordinadora feminista 8M, donc la coordinatrice féministe 8M, donc 8 mars. Et j'évoquerai donc à la fin aussi la performance de Las Tesis, qui peut-être vous dit quelque chose, puisqu'il me semble que les revendications, la place et la portée de l'agir de ces deux initiatives féministes ont des impacts très significatifs et retentissants qui vont toucher des femmes d'horizons sociaux assez différents, voire des femmes qui ne s'étaient jamais avant revendiquées en tant que féministes. Donc ces deux espaces féministes ont visibilisé les causes féministes et ont fait irruption sur la scène publique. Alors tout d'abord, la coordinatrice 8M, elle, cette association, même si ce n'est pas une association vraiment sur le papier, elle naît de l'élan de différentes organisations sociales, féministes et syndicales, des syndicats par contre, de femmes, afin d'organiser la mobilisation de la journée du 8 mars, qu'elles appellent la journée des femmes travailleuses. Et l'autre élément que je mentionnais, le collectif La Performance de Las Tesis. Las Tesis, c'est un collectif de 4 danseuses de Valparaíso, et qui est une ville qui se caractérise par une grande présence des arts de la rue.
Alors pour en revenir à la mobilisation sociale actuelle au Chili, qui est massive, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les raisons qui ont mené à cette grande mobilisation, mais il est quand même nécessaire de vous donner quelques éléments du contexte, puisque quelque part la crise actuelle, c'est une conséquence directe du modèle ultra-libéral qui a été imposé durant la dictature de Pinochet. Il y a donc là une constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est l'héritage de cette dictature, et ce système donc ultra néolibéral a transformé le Chili en l'un des pays les plus inégaux au monde. En effet, le fond des revendications est assez radical. C'est le système entier qui est critiqué et questionné par les manifestants et manifestantes depuis octobre 2018, à la suite de l'étincelle qui a été provoquée par l'action de désobéissance civile, qui a été très violemment réprimée, d'étudiantes et d'étudiants qui, assez spontanément, ont mis en place donc, la fraude collective et massive du métro à Santiago, comme une manière de protester suite à l'annonce de l'augmentation du prix du ticket, augmentation qui ne touchait pourtant pas le tarif étudiant. Donc c'est ça qui est assez surprenant quelque part. Et cette action a mis le feu aux poudres en fait, et il a révélé le mécontentement généralisé de la population, qui se trouve assujetti à un modèle économique violent aussi. Ce modèle économique chilien qui, jusqu'à très récemment, était montré comme un exemple pour les pays voisins latino-américains et dont les conséquences sont subies encore aujourd'hui par Chiliens et Chiliennes. Et là, j'aimerais bien revenir donc... Alors, je vous avais dit, déjà, il y a beaucoup de slogans qui vont apparaître depuis le début de cette mobilisation. Et là, je vous montrerai aussi au fur et à mesure, peut-être qu'il faut rallumer là. Quizás. Si. Donc, depuis le début des révoltes, on va retrouver donc des groupes sociaux assez différents dans les rues, de classes sociales aussi différentes d'ailleurs, et des groupes qui étaient mobilisés depuis bien avant, notamment donc les groupes féministes. Et c'est pour ça qu'il m'a paru intéressant de vous montrer les tracts qui commencent à circuler depuis le début. Donc là, c'était immédiatement au début donc de la révolte en octobre, où les féministes donc, de la Coordinadora 8M appellent à la solidarité internationale féministe, donc faisant un appel pour que les femmes féministes aussi montrent leur soutien donc, à ce qui se passe au Chili. Et donc ce sont les tracts qui apparaissent. No son 30 pesos, son 30 años. Donc ce sont des tracts qu'on a traduits à Strasbourg en premier lieu dans le cadre de la marche du 23 novembre, donc de la journée contre les violences faites aux femmes, occasion durant laquelle, de façon assez spontanée, s'est constitué un cortège, un groupe informel de Chiliennes et latino-américaines et autres solidaires. Donc pour cette occasion, c'était en soutien donc, au peuple chilien. Et donc on a traduit à Strasbourg ces tracts. Donc l'augmentation du tarif du métro était de 30 pesos. Donc un des premiers aussi slogans qui sortent, c'est No son 30 pesos, son 30 años. Donc ce ne sont pas 30 pesos, mais 30 ans. 30 ans pourquoi? C'est la fin de la dictature en fait. Donc 30 ans de néolibéralisme hérité de la dictature. Donc phrase recueillie sur une pancarte de la rue. Et donc, ce n'est pas seulement donc, la hausse du tarif qui mobilisait personne, mais récupérer notre dignité. Ce n'est pas seulement Santiago du Chili, puisque c'était une révolte qui s'est massifiée dans toutes les villes, et pas uniquement les grandes villes, c'est tout le territoire qui se soulève. Le territoire étant un terme que les féministes utilisent beaucoup plus que celui de nation ou autre. Ça, ce sera pour après. Pour revenir donc à cette question, c'est donc le système néolibéral qui est critiqué.
Et justement, c'est un héritage de la dictature, puisque une des caractéristiques très très particulières de la dictature chilienne, ça sera donc le fait que c'est d'une part un État dictatorial, autoritaire, et d'autre part, c'est aussi un système économique. À savoir, durant cette période, il y a la mise en place d'un système économique ultra-libéral. Et grâce à la forte répression, il n'y a pas de mouvement socio-contestataire possible, en fait, pour lutter contre ces mesures néolibérales. Donc, la junte militaire imposait une discipline autoritaire, contrôle le pays et toute dissidence politique, ce qui lui a permis, en fait, d'appliquer, comme il voulait, une série de réajustements économiques. Et le but, justement, est de modifier complètement le fonctionnement de l'économie avec des politiques économiques qui visent le long terme. Et ces politiques économiques drastiques, elles sont élaborées et appliquées par un groupe d'économistes chiliens qui est formé à l'université de Chicago, qu'on appelle les Chicago Boys, et qui vont viser à la libéralisation du marché financier et la liberté totale des prix et l'ouverture sans régulation aux importations. Donc à cette époque, plusieurs mesures qui étaient donc envisagées par notamment Milton Friedman, qui est le fondateur de cette école de Chicago, vont être testées finalement au Chili. Et on appelle donc ce pays comme étant un laboratoire du néolibéralisme, dont aussi le système de retraite, avant d'être appliqué donc aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc l'objectif de ces économistes, c'est d'introduire un système économique capitaliste, néolibéral, flexibiliser le monde du travail, rémunéré, et privatiser les services publics. Donc ça va affecter le travail, la législation du travail, le secteur agricole, le système de retraite, les domaines de la santé, de l'éducation, et ça a permis aussi la privatisation des ressources naturelles. Et pour faire cela, donc, le régime civico-militaire chilien s'est doté d'une constitution qui stipule, par exemple, que l'éducation, la santé sont des libertés et non pas des droits ou des services donc, de l'État. Cette constitution, elle donne la primauté au secteur privé, aux entreprises, qui peuvent remplir les missions du service public ou des services publics. Et l'État, donc, intervient uniquement sous la forme de subventions. Par exemple, au Chili, les prisons sont privées, mais elles utilisent l'argent public. Donc, c'est une mise en place assez violente donc, de ce système économique, avec des réajustements économiques très très importants. Et on s'est vanté par la suite d'un miracle économique à la chilienne. Et qu'est-ce qui se passe? Donc 30 ans plus tard, ça explose. Et les Chiliens et Chiliennes protestent aujourd'hui contre les inégalités, la vie chère, la protection effective des droits sociaux, comme la santé, justement, l'éducation, les retraites, des services publics entièrement ou partiellement privatisés, et c'est donc l'héritage de la dictature. Donc actuellement, c'est un véritable soulèvement qui inclut des classes populaires aux classes moyennes supérieures. C'est un soulèvement qui se fonde sur différentes revendications et demandes, mais essentiellement, c'est de demander de bénéficier de meilleurs régimes sociaux, de santé, de retraite, d'éducation, et que l'éducation soit accessible à tous et à toutes. Et les femmes se reconnaissent également frappées par cette précarisation de la vie. Et aussi la ségrégation sociale, et vont dénoncer l'économie néolibérale et les politiques de l'État subsidiaire. Donc, je vais continuer à illustrer la pluralité et la diversité des revendications des groupes féministes. Je pense que je vais avoir besoin du code à nouveau. Quizás mejor te sientas acá, ¿no? Si no te molesta. Oui, je vais continuer à illustrer donc la pluralité et la transversalité des revendications donc
notamment les groupes féministes donc, avec ces tracts. Alors tout d'abord, depuis le début, les féministes vont faire appel pour une mobilisation massive. Donc, elles vont recueillir des témoignages un peu partout. Donc, soumises même pas un rêve, prêtes à lutter. Donc, cri de ralliement d'une habitante de quartier pauvre dans une barricade de Via Portales à Santiago. Et donc, appelle clairement les gens à descendre dans la rue, à s'organiser entre voisins voisines, en exigeant donc la dignité. Et elles appellent aussi à ne pas criminaliser les mobilisations, puisqu'on va très rapidement évidemment parler de vandalisme, en disant que ce n'est pas du vandalisme justement. Donc le témoignage d'une femme de la soixantaine qui est interviewée par une émission de télé matinale, qui sont très regardées par les familles, donc à la sortie du métro, pour justement contrecarrer tous les discours qui criminalisent le mouvement social. Et donc ce n'est pas du vandalisme. Les gens protestent car marre des vols au Chili. Donc on va mettre en exergue les vols et les dégâts provoqués par le haut, on va dire. Privatisation du système de retraite, de l'eau, électricité. Maintenant on veut nous avoir avec le prix du ticket de métro. Nous sommes des personnes âgées et on n'a pas le moyen, et je vous le dis à vous, dans cette idée que personne nous écoute et il est temps d'être écouté. Et donc la question des retraites, jusqu'à aujourd'hui, est au centre de la contestation sociale. Ce système de retraite actuel, qui est vivement critiqué, est hérité donc de la dictature de Pinochet. C'est un système de capitalisation individuelle qui est pionnier dans son genre, qui est mis en place durant la dictature en 1981 par le ministre du Travail de l'époque, l'économiste Piñera, qui est le frère de l'actuel président Piñera. Alors il s'agit d'un système de fonds de pension privés en fait. Sauf pour les personnes les plus pauvres qui n'ont aucun revenu, les personnes doivent cotiser dans le privé. Pour les personnes les plus pauvres et les plus démunies, il y a donc c'est un état subsidiaire, donc il y a une petite pension qui est reversée, qui est vraiment misérable. Pour tout le reste des personnes, les salariés doivent verser 10% de leur salaire à une AFP, donc administratrice des fonds de pension des entreprises privées, qui place les économies sur les marchés financiers, qui tirent d'immenses bénéfices et qui ensuite reverse des retraites en calculant des mensualités sur la base d'une espérance de vie moyenne. Alors sur cet aspect, sur l'aspect des retraites, la coordinatrice du 8M est claire, un positionnement et intègre une analyse genrée, puisque les carrières des femmes ont tendance tout d'abord à être assurées et sont donc les premières perdantes de ce système, en pointant justement la violence structurelle. Le gouvernement chilien oublie que 98% des femmes qui cotisent au système privé de retraite, donc les générations antérieures, reçoivent moins de 129 000 pesos par mois, ce qui équivaut à 145 €. Ça, ils l'oublient. Donc de pointer une violence systémique et structurelle avec un point de vue donc genré féministe. Alors, on me dit souvent, ah oui, mais au Chili, 145 €, ça peut signifier beaucoup. Pas du tout, le coût de la vie est le même que dans certains pays européens. Alors, on peut faire la comparaison, même si les contextes sont très différents, quand même avec le système de retraite qui n'est pas donc relié à des entreprises privées ici, mais qui est un système de capitalisation individuelle, puisqu'au Chili, tout comme ici, certains corps de métier ont été exemptés de ce système de retraite. Et devinez lesquels? La police, les militaires, comme en France. Alors pas les pompiers et les pompières, parce qu'au Chili, l'institution des pompiers et pompières n'est pas rattachée à l'État, elle fonctionne sur la base du volontariat. Et là, c'est peut-être plus parlant. Alors, vous voulez voir quelque chose un truc violent, tu veux voir un truc violent? Donc montant moyen de la retraite au Chili, parce que ce que je vous ai montré avant, donc c'est les femmes qui ont très peu cotisé.
Donc exempté du système privé de retraite, un militaire donc, avec 30 ans de service va toucher environ ce qu'il gagne pendant sa vie d'exercice, à savoir autour de 1 100 €. Donc à salaire équivalent, donc on a oublié de rajouter ça, c'est dans la traduction. Donc une enseignante, 40 ans de service, qui elle doit cotiser parce qu'elle n'a pas le choix dans le système privé, va toucher 225 €. Voilà le résultat donc des politiques néolibérales imposées donc durant la dictature. La privatisation de l'eau au Chili est aussi un cas assez aberrant. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le seul pays où l'eau comme ressource, et pas la gestion de l'eau, est privée, peut être privée. Et cette privatisation elle a été permise par la constitution donc, de la dictature de 81 qui ouvre le marché de l'eau. Donc ce sont des groupes économiques qui sont les propriétaires de l'eau. Il y a eu la privatisation des ressources naturelles et donc là aussi les féministes ont une approche donc on va dire écologiste puisque bon ça c'est une traduction parce que l'expression était très difficile à traduire. Nous sommes le fleuve qui se remet dans son lit. Donc durant les premières manifestations chiliennes donc en octobre, 2 fleuves qui demeuraient secs sont miraculeusement revenus. Nous luttons aussi pour récupérer l'autonomie de nos territoires, plus de pillage. Et là, elle se réfère aussi à l'extractivisme, justement, et à l'exploitation des ressources naturelles. Et ceci dit en passant, le groupe français Suez, à travers sa filiale Aguas Andina, domine le marché de l'eau au Chili et possède 44% des parts de l'eau. Donc les aspects que je vous indique, donc, comme je l'ai dit, sont imposés donc, par une constitution en 81 et les gouvernements postérieurs, à partir de 1990, se sont limités à des amendements de cette constitution. Donc depuis l'explosion du 18 octobre, manifestants et manifestantes ont réclamé assez rapidement la création d'une nouvelle constitution pour garantir effectivement leurs droits. Et cette demande, donc ce changement de constitution est une des principales revendications exprimées. Et le gouvernement de droite donc de Piñera, du président Piñera, a répondu donc, aux mobilisations principalement par l'usage de la force, la répression qui bat de son plein dans les grandes villes. Aujourd'hui, les manifestations se sont surtout concentrées dans les grandes villes, puisque c'est la période estivale au Chili. Et la mobilisation va certainement reprendre de manière plus intense en mars et avril. Alors avril surtout, pourquoi avril ? Puisqu'en décembre dernier, face à l'ampleur du mouvement social, le président chilien a promulgué une loi qui autorise et permet l'organisation d'un référendum le 26 avril 2020 pour changer éventuellement la Constitution. Et donc, dans tout ce mouvement, les femmes en général et les féministes sont actives dans tout ce processus. Elles ont été présentes dès la première heure. Et en ce qui concerne donc cette demande de nouvelle constitution, ce qui s'est passé, qu'il y a eu très très vite des cabildos qui se sont organisés, où la présence de femmes est très très significative, parfois elle est majoritaire. Alors qu'est-ce que sont les cabildos ? Les cabildos, ce sont des réunions publiques qui s'organisent dans des quartiers, parfois par des municipalités. Ce sont des structures plus ou moins formelles ou informelles où les gens se réunissent. Parfois, vous avez vu des affiches où on indiquait « ramène ta chaise ». Parfois, c'était sur les places ou dans les locaux qui dépendaient d'une mairie. Et où on discute autour d'aspects reliés aux besoins donc, d'une nouvelle constitution. Et c'est ces espaces qui se sont rapidement transformés donc, en espace de rencontres, de débats. Et durant la première période, il y a eu une multiplication de cabildos dans toutes les villes et dans des quartiers assez différents. Et aussi donc de milieux sociaux différents. Il y a des porte-paroles de groupes féministes, notamment de la Coordinadora 8M, de la coordinatrice du 8 mars, qui participent activement de tous ces espaces-là. Elles sont dans des instances où se prépare et organise le travail politique
de sensibilisation, d'information autour du référendum d'avril 2020. Elle sensibilise et diffuse aussi beaucoup d'informations par rapport aux besoins d'une nouvelle constitution et qu'elle soit rédigée par des personnes qui ne sont pas du monde parlementaire et politique. Donc les femmes participent à des tables rondes, des réunions publiques et des assemblées populaires. Alors le référendum, je vais revenir rapidement là-dessus parce qu'il y a une distinction. Alors le référendum, ce serait pour voter pour ou contre une nouvelle constitution et le cas échéant, voter sur la méthode pour rédiger cette nouvelle constitution. Donc il y a deux options, soit ce qu'on a appelé une assemblée constituante, soit une commission parlementaire dite mixte. Alors une commission parlementaire dite mixte, un congrès mixte, c'est l'idée du gouvernement, où il y aurait donc une assemblée composée par 2 tiers de parlementaires et 1 tiers de personnes élues à cette fin, uniquement donc pour rédiger cette constitution. L'assemblée constituante, qui est l'option donc soutenue par les personnes mobilisées et les féministes aussi, donc, c'est une assemblée constituante qui serait intégralement composée par des personnes qui seront élues pour rédiger cette constitution, cette nouvelle constitution, et évidemment en pensant à des représentants donc issus du mouvement qui seraient donc légitimes, plus légitimes que des parlementaires pour rédiger cette constitution. Donc nous en sommes là au Chili et nous pouvons dire que la brutale et autoritaire conversion économique au néolibéralisme avait détruit à tel point les conditions d'existence que pour les femmes et pour les féministes, cela a impliqué la nécessité de s'organiser et de se défendre. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que le mouvement féministe chilien se nourrit et va nourrir aussi les contestations sociales, tout en créant des résistances et qui sont propres au développement du mouvement féministe. Alors, non, ça c'est après. Alors, est-ce qu'on va pas bien voir? Bon, bah tant pis. De toute façon, je ne sais pas combien de temps il me reste. Oh là. Donc, elles ont élaboré des revendications qui tournent autour du mouvement, donc AFP, le système privé. Et elles ont une série de revendications que je ne vais pas pouvoir développer, puisque j'aimerais vous parler plus précisément du cas donc, de la coordinatrice et qui moi m'a beaucoup interpellée et de la performance Last Thesis. Alors j'avais justement participé il y a plus d'un an, en décembre 2018, à la rencontre plurinationale des femmes qui luttent, qui était la rencontre pour organiser la journée du 8 mars, puisque finalement l'idée est de ne pas idéaliser non plus le mouvement féministe chilien, qui est aussi traversé par des conflits. Et de ne pas tomber dans l'idée que parce qu'on est femme et féministe, tout est harmonieux. Donc quand j'ai participé à cette activité-là, la rencontre donc plurinationale pour la préparation de la marche du 8 mars, il y avait eu une préparation durant toute l'année où il y a eu 55 pré-rencontres, donc durant 2018, pour travailler sur des propositions qui allaient être travaillées donc justement durant ce week-end, donc du 8 et 9 décembre 2018, si je ne me trompe pas. Et durant ce week-end, en non-mixité, plus de 1500 femmes se sont réunies. Et à ma grande surprise, j'avoue que c'est la première fois que je vois un espace féministe aussi divers. À savoir, il y avait des femmes d'horizons très très différents, une partie très significative de jeunes femmes, bien sûr, mais il y avait aussi des femmes issues de mouvements qui n'étaient pas donc aussi visibles auparavant, à savoir des féministes des secteurs populaires, les syndicalistes, les femmes qui avaient lutté contre la dictature, donc des femmes plus âgées, les migrantes. Il faut savoir qu'au Chili, donc, il y a une migration assez croissante de latino-américains et latino-américaines depuis une dizaine d'années, qui souffrent du racisme, puisqu'au Chili, il y a aussi du racisme, et en Amérique latine, donc des hiérarchies racistes. Et il y avait donc aussi des migrantes,
colombiennes, afro-colombiennes, péruviennes, donc de différents pays. Et en discutant avec différentes féministes, je leur disais que pour moi c'était vraiment la première fois où je voyais autant de féministes ensemble et différentes, pour faire court. Et la réponse était, alors déjà ça la surprenait beaucoup, et elle me disait souvent, eh ben, on n'a pas le choix en fait. L'hégémonie est tellement forte qu'on n'a pas le choix. Et donc il y a eu des assemblées assez houleuses où elles se prenaient la tête, et d'autres, quand il s'agissait d'organiser donc cette journée du 8 mars, en revanche, les accords étaient décidés assez rapidement. Et selon la presse, le 8 mars 2019, il y a eu plus de 800 000 manifestantes sur tout le territoire. 800 000 manifestantes dans un pays qui a 17 millions d'habitants. Donc c'est quand même très significatif. Et donc, selon différentes féministes, Jules Falquet, ou plus récemment Judith Butler, Judith Butler s'est référée au mouvement féministe chilien, plus précisément, donc une philosophe états-unienne féministe queer. On dit que le mouvement féministe se trouvait d'une certaine manière, en Amérique latine et au Chili en particulier, à l'avant-garde des mouvements de gauche, car elle proposait des tactiques, des stratégies et des objectifs dans et pour les mobilisations, des réflexions sur les modes de résistance pour s'opposer aussi à la tendance croissante de régimes autoritaires et contre les mesures néolibérales qu'on est en train de nous imposer un peu partout. Donc je vais peut-être passer plus rapidement, je voulais vous raconter d'autres aspects, mais pour en revenir au point qui m'intéresse, donc depuis octobre dernier, des féministes dénoncent les inégalités économiques globales et structurelles. Elles articulent des revendications liées au genre, au vice-versa. Elles sont partie prenante de la mobilisation. Elles ont déclaré haut et fort qu'elles sont présentes dans les rues et font particulièrement attention et dénoncent les violences sexuelles dans le processus des mobilisations actuelles, non seulement envers les femmes, mais aussi envers les dissidences sexuelles, évidemment, la communauté LGBT+. Et j'aimerais évoquer l'exemple, dans cet aspect tactique, stratégie et objectif, de la performance donc, du collectif féministe L'Astésis. Et j'aimerais donc finir avec cet aspect. Donc L'Astésis est un collectif, les thèses en français, qui s'est proposé donc de rendre accessibles des thèses féministes pour les populariser à travers le corps dansant. Donc il s'agissait pour elles de populariser et de politiser un discours savant, de retranscrire des éléments de théorisation féministe à travers cette performance, et elles ont réussi à les transmettre à un public beaucoup plus large, à un public qui n'aurait pas forcément lu justement ces écrits académiques. Donc, un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin, dénonce les violences sexuelles faites aux femmes en retranscrivant des travaux de recherche de l'anthropologue argentine Rita Segato. Donc cette performance, elle retraduit en quelque sorte les thèses féministes de Segato à travers l'art, à travers le corps dansant, à travers l'expression du corps, à travers un rythme musical. Et cette performance, cette création, elle avait été créée avant le début des mobilisations d'octobre, en fait. Et elle arrive justement dans un contexte qui a besoin de nouvelles formes d'expression et de révolte. Donc l'idée du collectif, c'était d'organiser un spectacle plus tard, et finalement, ça s'est greffé dans un contexte de soulèvement contre les violences sociales et qui prenait donc toute sa place. C'est aussi l'occasion donc pour les femmes et les féministes à ce moment de dénoncer les violences sexuelles dans la sphère privée et de souligner la répression policière dans son agir sexiste durant les mobilisations. Donc ce happening féministe n'est pas en soi un chant, il est scandé, il se rapproche du slam, on peut dire qu'il est dans l'air du temps. La musique que j'avais sur mon ordinateur mais qui n'est pas sur celui-ci, donc c'est de la musique pop qui le rend aussi attrayant à un public large. C'est un son qui reste dans la tête, et le fait que les paroles, le texte est scandé, rajoute aussi un côté solennel. Il s'agit d'une chorégraphie où les gestes utilisés sont très symboliques et font écho à d'autres luttes féministes.
Le bandeau noir, par exemple, qui symbolise l'invisibilisation des violences faites aux femmes. C'est un symbole des plus forts de cette performance. Le fait qu'elle soit accessible aussi à des femmes très différentes et aux dissidents sexuels. Le fait que pour réaliser cette performance, nul besoin d'être danseuse, d'avoir une voix travaillée, peu importe si on chante faux, ou d'avoir certaines conditions physiques. Par exemple, quand on fait le squat, le geste est ce qui est important. C'est pas le fait de descendre, puisque il y a eu certaines reprises où des femmes en chaise roulante aussi ont effectué cette performance. Il y a eu une initiative très belle, donc, alors on a appelé ça la Stacy Senior, à partir de 40 ans. Oui, parce que quand on est femme, à partir de 40 ans, parfois on est socialement considéré comme étant âgé. Et là, on a vu au Chili, donc, plus d'un millier de femmes réaliser cette performance, de plus de 40 ans, mais ça allait bien au-delà, hein, jusqu'à 80 et quelques, où on a vu aussi les féministes chiliennes des années 80 se réapproprier de cet espace public. Donc le message porté est fort. Donc c'est la réappropriation de l'espace public par des femmes qui dénoncent ensemble et collectivement les violences sexuelles que nous subissons. Et une des richesses, à mon sens, de cette action, c'est qu'elle est parvenue à réunir des femmes qui se revendiquent féministes, mais aussi des femmes qui ne se revendiquent pas forcément en tant que telles, du fait de se sentir de toute manière concernées et touchées par le message, puisque les violences sexuelles nous concernent toutes indépendamment de notre positionnement. Ce qui est assez intéressant dans cette performance, c'est que le texte, les paroles et même les chorégraphies sont très ancrées dans des références chiliennes. Si on regarde le texte, par exemple, on parle Un amigo en tu camino. En fait, c'est un slogan, c'est retourner un slogan. C'est d'une campagne qui visait à soutenir la sympathie, donc après la dictature, envers la police. C'était un ami sur ton chemin, et elles ont détourné cette phrase, un amigo en tu camino, pour un violador en tu camino. Un amigo en tu camino, un violador, un ami, un violeur sur ton chemin. Et de cette manière, elles associent donc les forces de la police avec une forme de violence faite aux femmes. Et une des dernières strophes reprend littéralement l'hymne de la police chilienne, parce qu'elle a un hymne, et en la détournant. Dans la chorégraphie aussi, il y a certains gestes qui font écho aux détentions des femmes, justement le squat, puisque lorsque les femmes sont arrêtées dans les manifestations, elles sont dénudées, elles ont été dénudées parfois dans les commissariats, et doivent s'accroupir les mains sur la nuque devant les policiers. Alors pourtant, malgré ces références qui sont donc très ancrées et propres au contexte chilien, la performance est devenue un espèce de cri de ralliement mondial contre les violences faites aux femmes. On en arrive à se référer dans certains écrits à un hymne féministe. Et là, par exemple, c'est alors je ne sais pas si c'est actualisé, hein, mais cette performance a été reprise, traduite, adaptée les semaines qui ont suivi le 25 novembre dans les coins les plus divers. Donc là, c'est une capture d'écran qui n'est pas complète. Et en fait, pourquoi le succès, on va dire, de cette performance, c'est que quelque part, elle pointe un type de violence systémique qui, d'une certaine manière, concerne les femmes du monde entier. Récemment, aux États-Unis, avec le texte en anglais et en espagnol, cette performance a été reprise devant le tribunal de Manhattan où est jugé le producteur de cinéma Weinstein. Plus de 80 plaintes de femmes pour harcèlement et agression sexuelle. Plus récemment encore, mercredi dernier, les Argentines ont repris cette performance, ont modifié les paroles et l'adapté autour des revendications pour la légalisation de l'avortement. D'une certaine manière, cette performance se caractérise par sa puissance et on passe de la performance dans le sens artistique et le fait qu'elle se soit donc répandue un peu partout, on passe de la performance à la reconnaissance sociale finalement et à l'écoute d'un message qui pourtant n'était pas si invisible avant, mais qui a pu donc être visibilisé dans les médias notamment, mais surtout donc dans les rues et sur la scène publique. Donc, je pense que j'ai dépassé le temps. En tout cas, s'il y a des aspects que j'ai pu aborder, mais
pas tellement développé, je vous invite à me poser des questions ou à commenter ce que je vous ai donc exposé. En ce moment, un peu comme ici, les associations féministes, dont la coordinadora, sont en pleine organisation pour une marche, une grève féministe les 8 et 9 mars. Alors le 9 mars aussi, puisque ça inclurait le travail rémunéré, donc, et le dimanche 8 mars, inclure cet aspect donc du travail non rémunéré, que les femmes fassent grève sur tous les fronts, on va dire. L'appel est pour una huelga general plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente y transfeminista, lesbofeminista, inclusiva, anticarcelaria et internationalista. Donc pour une grève générale, plurinationale, antiraciste, transgénérationnelle, dissidente et transféministe, lesboféministe, inclusive, anticarcérale et internationaliste. Et donc le 8 mars, les féministes veulent aussi véhiculer le message suivant, se souvenir que les femmes ont toujours été présentes dans les mobilisations sociales. Donc pour conclure, on pourrait dire que le mouvement féministe chilien actuel apparaît comme traversant un moment aigu et conscient d'un conflit qui est ouvert, qui surgit d'une transformation sociale immense, et qui, d'une certaine manière, remet en question la place ou les places qui sont occupées par les femmes et par les féministes dans ces mobilisations. Et on peut dire aussi que les pratiques féministes favorisent d'une certaine manière l'émergence de théories, de pratiques unitaires dans les luttes sociales. Voilà ce que je peux dire donc pour finir. Et j'espère que j'ai pu être assez claire. Il y a énormément d'éléments que je n'ai pu aborder que très brièvement, donc je vous invite à rebondir ou à commenter si vous le souhaitez, même si ça peut être sur d'autres thématiques qui sont liées évidemment à ce qu'on est en train de discuter. Ce serait avec plaisir d'échanger avec vous. Et merci Anne. Voilà, et s'il y a des questions dans la salle ou des rebondissements par rapport à commentaires. Alors je voulais tout d'abord vous demander, parce que j'avais choisi donc de parler un peu de cette performance, déjà si vous en avez entendu parler, voir si vous avez assisté et ou participé de une des reprises qui a été faite quelque part ou pas du tout. Est-ce que vous l'avez vu sur des réseaux sociaux? Parce qu'en fait ma sensation est voilà, je rencontre des personnes qui ont été très marquées aussi par cette performance et donc on en parle, mais on reste avec ces associations. Peut-être que c'est voilà, les personnes qu'on rencontre. Oui. Que c'est que des Chiliennes. Oui, non, mais je pense que oui, ça a fait le buzz un peu partout. Ça me permet aussi de rebondir par rapport à voilà, il y a des filles enfin, nous en tant que comité de l'atelier doctoral, on participe aussi au bloc latino-américain. Pour le 8 mars ici à Paris, et du coup on va organiser aussi une performance de la Stasis. On va reprendre la Stasis pour la mettre en place le prochain 8 mars. À Strasbourg aussi. Okay. À Strasbourg aussi. À Strasbourg aussi, oui. Et du coup voilà, si vous êtes intéressé de participer à ce bloc latino-américain, vous pouvez nous contacter pour l'organisation, et notamment le 29 février. Il y aura un atelier pancarte, capuchas, parce que ça aussi c'est, enfin, je trouve qu'un des éléments aussi très marquants de la mobilisation chilienne, c'est la encapuchadas, qui est un effet aussi assez particulier. Et voilà, du coup, si vous êtes intéressé de venir aux ateliers pancarte capuchas, quoi, à 10h du matin le samedi 29 février. Et on va pratiquer. Non, c'est dans les locaux de l'association France-Amérique latine. On va passer ça sur Facebook. Et du coup, voilà, vous êtes tous et toutes invités, si vous en avez envie. Et oui, c'est vrai, je pense que ça fait un boom mondial. La Stasis, on crevait l'écran. Enfin, c'était un truc assez massif. Je ne sais pas si vous avez des questions, Non, pas trop.
de retour, peu importe la teneur. Moi, on s'est fait beaucoup d'informations, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de questions. Je digère toutes ces informations et je veux juste te remercier pour l'intervention, très riche et j'ai trouvé super les cours de contextualisation. Enfin, vraiment, c'était hyper complet et tout ce qui était au début, ça nous permettait vraiment de comprendre ce qui est les ramifications actuelles. Donc, merci beaucoup. Ben, merci, pour moi aussi c'était intéressant de pouvoir exposer sur cette thématique-là, puisque quelque part, on est dans un contexte de mobilisation ici, là-bas, et un peu dans d'autres régions du monde aussi. Et quelque part, on se pose beaucoup la question comment agir finalement. Qu'est-ce qui peut avoir un impact alors je ne sais pas si ici c'est aussi le cas pour certaines d'entre vous ou pour toutes. On est dans des mouvements où d'un côté du collectif qui se crée et voilà une espèce d'émulation et en même temps un pessimisme très très fort. Et en fait ces deux facettes coexistent. Et on se retrouve à vraiment y croire à un moment tout en sachant mais en fait non. Et je pense que là par exemple lorsque ça proposé à toutes les intervenantes soit d'annuler ou de transformer, en fait ces questions pour moi elles sont très très importantes et je les ai discutées mais de façon informelle et c'est aussi pour moi, comme je l'ai dit au début, une manière de structurer ma pensée, de me dire maintenant, à un autre moment, je peux intervenir sur cette question dans des espaces féministes ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a certains éléments que je n'ai pas pu détailler, pour dire que voilà, si on critique le système, ce sont aussi des outils féministes qui nous montrent que ce système donc ne convient finalement à personne. Et je trouve que là, si j'insiste sur cette question des revendications contre le néolibéralisme, c'est que justement, dans la réflexion et les actions des féministes chiliennes et latino-américaines en général, on voit qu'elles ne dissocient pas ces questions-là. Les femmes sont les plus touchées quand il y a des mesures néolibérales qui s'imposent. La retraite en France, c'est pareil. Et quand justement je discute avec des personnes qui ne connaissent pas ou peu l'Amérique latine, et j'ai l'impression qu'en leur montrant ces tracts-là, j'ai essayé aussi de les distribuer. Alors je ne suis pas très tract, mais quand je discute avec quelqu'un, je passe un tract qui est traduit, surtout ceux qui touchent à la retraite, pour dire mais écoutez, c'est ça qui va vous arriver ici en fait. J'ai aussi essayé de parler de ces questions en cours, je donne quelques TD, mais ce semestre c'est plutôt première année. Donc tout le monde est... Première année en sciences sociales, hein, il y en a beaucoup qui font sciences sociales par défaut, et ils le disent en tout cas. Transformer les cours, au moins en parler de ce qui se passe, me permet aussi de me rendre compte que il y a certaines choses en France qui sont pensées comme acquises et que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'on me disait mais madame ce n'est pas possible, quand j'essayais d'expliquer le système de retraite par capitalisation, mais si. Ah mais s'il y a un autre gouvernement, on fera une autre loi et voilà, c'est juste pour maintenant. Et comme j'ai aussi donc cette double lecture avec ce qui se passe au Chili notamment, je leur disais mais en fait il y a des régions dans le monde où les personnes sont en train de lutter pour avoir des droits qui n'existent pas ou qui n'existent plus, qui ont peut-être existé ou qui n'existent plus. Ici, on se mobilise ou on lutte pour maintenir quelque chose qui est en plus déjà inégalitaire, mais pour maintenir quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qui est plus facile à obtenir ? Et c'est pour ça que je parlais des conflits aussi que j'ai très peu évoqués au sein des différents groupes féministes. Et quand elles me disent on n'a pas le choix, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment on passe outre les hiérarchies partisanes justement et on s'organise puisqu'on n'a pas le choix. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Mais du coup, quelle serait ton analyse? Parce que j'ai l'impression que voilà, au Chili, c'est très, très organisé. Voilà, moi, j'ai assisté à la deuxième rencontre plurinationale et je trouvais ça génial au niveau organisation, comme c'était un truc massif et tout. Et j'ai l'impression que ça prend pas en France. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est parce que voilà, on n'est pas, comme on a encore ces droits-là, du coup, on n'est pas contre le mur, en gros, et que du coup, on a dans un certain confort matériel et politique qui fait que on n'a pas la nécessité d'envahir la rue, de faire ce genre de trucs. Mais c'est vrai que je me pose la question de pourquoi ça ne prend pas tant en France, quoi. C'est très balbutiant. Même les manifs, ce n'est pas un truc massif alors que tout le monde est concerné et que c'est horrible, quoi. Parce que, je ne sais pas si tu as une analyse. Une analyse, je peux te donner un point de vue plutôt. Il y a effectivement peut-être cet effet-là de certaines conditions de vie qui permettent qu'on puisse continuer. Et je pense que c'est aussi parce que je disais par l'exemple des étudiants et étudiantes que j'ai en cours, l'association que ce sont des choses acquises. Et même quand on parle avec des personnes plus ou moins politisées qui gagnent leur vie de manière correcte, on va dire entre guillemets, elles ne sont pas informées en fait quand on leur dit mais la retraite c'est de la carrière, donc il faudrait avoir un travail à partir des 20 ans pour prendre une retraite à soixantaine. Donc un CDI immédiatement, et ça ne reflète pas la réalité. Mais je pense que d'une part, finalement, on peut reprocher beaucoup de choses à ce gouvernement, donc ici en France, mais c'est très intelligemment fait, puisque on grignote par ici, par là, et c'est les retraites finalement qui massifient les sorties à la rue. Puisqu'il y a beaucoup d'autres mesures dans d'autres secteurs, ce qui va se passer dans l'enseignement supérieur si la LPPR passe, quoi. Et oui, je pense que c'est assez intelligemment fait, les personnes ne sont pas informées, et en plus, ça reste dans un cadre démocratique. C'est-à-dire, ça passe par ordonnance, mais c'est légal. Donc je pense qu'il y a aussi, là en ce moment, pour des personnes qui sont mobilisées, on va dire, cette sensation que ça va tellement vite qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Parce qu'il y a le monde de la santé, le monde universitaire, les transports, voilà, et ce qui réunit les personnes, c'est les retraites. Mais en même temps, les générations comme la mienne, on a déjà cette idée que de toute façon on ne va pas avoir de retraite. Donc pour les personnes plus jeunes encore, la retraite, on ne sait même pas si on va avoir un boulot. Donc oui, c'est compliqué. Et comme je le disais, il y a certains aspects qui, pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie ici, c'est, je mets les guillemets, naturel d'avoir une sécurité sociale. Payer des médicaments, oui, maintenant on commence à payer depuis quelques années un peu plus les médicaments. Quand on a vécu toute sa vie dans ce système-là, c'est difficile d'envisager comment c'est quand il n'y a pas de protection et de régimes sociaux, en fait. Donc, je pense que c'est aussi ça. Ne pas réaliser l'impact que peut avoir les mesures néolibérales aussi radicales qui sont en train d'être appliquées au fur et à mesure en France. Et sur la question des féministes, je me pose les mêmes questions. Je pense qu'il y a quand même... un élan. Moi, je suis revenue. Donc, je suis née en France. Je suis allée vivre au Chili et je suis revenue il y a très longtemps, en 2002. Donc, ça commence à remonter. Et je sens que quand même, il y a des choses qui se passent dans les mouvements féministes français. Beaucoup plus de jeunes femmes se revendiquent en tant que féministes. Voilà. En France, il y a des questions qui divisent vraiment les féministes. Le voile, par exemple. La prostitution aussi est une question hyper compliquée. Mais j'ai l'impression qu'en Amérique latine, bon, on n'est pas d'accord, mais ça passe. Alors qu'ici, non, les groupes se sont scindés à partir de cette question-là.
il y a quelques années par rapport à la prostitution, et maintenant c'est la question du voile. Et donc il y a des groupes plus institutionnels qui ont une position donc assez tranchée sur le voile. Donc les militantes de groupes, j'allais dire plus radicaux, je ne sais même pas si on peut dire radicaux, ne vont pas s'allier pour cette question. Pour cette question donc qu'elles considèrent de raciste, puisqu'il y a des groupes féministes qui clairement ne soutiennent pas du tout les femmes qui portent le voile. Voilà, donc je pense que les divisions au sein du mouvement même féministe français empêchent d'une certaine manière que les féministes soient mobilisées aussi sur la question des retraites qui touche les femmes de façon assez grave, c'est sûr. Ça reste toujours très gentil, je trouve. Enfin, même les performances, il y a eu des performances qui ont été faites par des femmes françaises dans les manifestations ou les retraites. Oui, oui, mais oui. ça n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les Chiliennes, quoi. C'est pas aussi combatif, c'est pas aussi. C'est pas. Enfin, il y a vraiment pas ce. Enfin, d'un côté de la lutte, elle est beaucoup moins présente, quoi. Je pense que ça rejoint tout ce qu'on disait. On a encore trop, en fait, et du coup, on met pas une énergie si forte que ça, et on a toujours cette croyance en ça va passer, enfin, ça va. De la non-violence, en fait, et de passer par les institutions. Je pense que ça commence un peu aussi. Ici, par exemple, oui, je crois que ça commence. Qui est hors de la loi. Il y a une amende très, très sobre et qui le font quand même, que c'est des phrases très touchantes aussi. Oui, ça change, hein, c'est vrai. Que c'est partout dans ces moments-là. Je pense oui, les colleuses. Ouais. Ben, je pense qu'il y a aussi un mécontentement qui commence à se généraliser. Faut pas oublier que justement, si cette performance elle a eu tellement d'écho, c'est qu'elle est apparue à ce moment-là où il y a des groupes de femmes qui vont occuper donc des endroits assez forts et symboliques pour faire cette performance donc autour du 25 novembre. S'il n'y avait pas eu la mobilisation sociale à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu des médias qui auraient relayé l'info? Peut-être pas, on ne sait pas. Donc c'est vraiment, quand je disais que le mouvement féministe chilien nourrit et se nourrit des mobilisations, c'est aussi ça en fait. C'est que ça a été possible parce que c'était à ce moment-là. Il y a certainement des performances qui sont aussi percutantes qui ont été réalisées même peut-être en France ou dans d'autres pays et on n'en a jamais su en fait. Donc là je crois que dans justement les pratiques féministes qui lisent la société avec une critique anti-patriarcale, anti-capitaliste et anti-raciste, je pense que là il y a beaucoup d'outils en fait qui permettraient que on puisse faire des alliances et participer d'une autre manière aussi dans des mouvements on va dire plus larges. Mais voilà, si j'ai présenté ce qui s'était passé avant, c'est parce que ça s'explique aussi parce que c'est les activités féministes des dernières années en Amérique latine, au Chili, par le contexte aussi particulier du Chili où on fait la réflexion maintenant sur un système, mais ça a pris 30 ans avant que ça explose. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est dans la durée, c'est-à-dire que quand on voit la liste des dernières mobilisations, par exemple étudiantes, il y a 2001, 2006, 2006, voilà, 2011. C'est vrai que ça fait 20 ans que ça se construit aussi, que du coup... disons que l'action en plus des étudiants et étudiantes pour la fraude, quand tout le monde a commencé à frauder le métro, ce qui moi m'avait attiré beaucoup l'attention, c'est que évidemment, mais n'importe quel gouvernement aurait dit la même chose, donc commencer à criminaliser et première chose, envoyer la police, et immédiatement qu'est-ce que ça a provoqué? Il y a eu des stations de métro brûlées évidemment, et des arrêts de bus et autres, et les gens qui travaillent au métro ont fait une déclaration et c'est là où
on voit le basculement, le tournant que ça peut prendre, sans se désolidariser des jeunes, en disant que si on ne pouvait pas aller travailler, c'était la faute du gouvernement qui ne garantissait pas des conditions de travail qui ne soient pas dangereuses, en envoyant la police. Évidemment, on n'est pas d'accord avec la violence que les jeunes cassent les arrêts de bus et brûlent et tout, mais on est d'accord avec la revendication. Et surtout, c'est la responsabilité du gouvernement. S'il y a eu un conducteur bloqué, ce n'est pas la faute des manifestants et manifestantes, c'est la police. Et donc là, d'habitude, dans n'importe quel autre contexte, même au Chili, je pense il y a 10-15 ans, ça n'aurait pas été le cas. On aurait pointé du doigt les manifestants et manifestantes. Et là, non, que le gouvernement se responsabilise. Ces jeunes ont fait cette action de désobéissance civile en exprimant un ras-le-bol dans le monde où on se trouve, on va dire, dans cette société où tout devient à chaque fois plus cher. Le tarif étudiant est resté le même. Et les déclarations étaient clairement, bah oui, mais c'est ma famille, ce sont mes parents, l'université étant privée, pour les personnes qui vont à l'université, privatisée plutôt, puisqu'il y a des universités dites traditionnelles qui sont les anciennes publiques, les gens doivent s'endetter pour étudier. Donc l'augmentation du prix du métro, bah, c'est mes parents qui vont en prendre encore plus sur le budget pour arriver à la fin du mois, c'est très difficile. Donc quand j'explique au Chili, oui, on ne voyait pas la pauvreté qui a été cachée par le consumérisme. C'est-à-dire que comme tout a été privatisé et que les privés peuvent faire un peu tout, les pharmacies, les grandes chaînes de pharmacies peuvent vendre il n'y a pas un cadre qui légifère les prix des médicaments. Donc on trouve un médicament 10 fois plus cher selon la pharmacie où on l'achète. Et en plus, les pharmacies ont des cartes de crédit. Les supermarchés aussi. Les gens achètent tout au crédit. Je me rappelle avoir fait un aller-retour au Chili, déjà installé ici, pour m'acheter un shampoing. On me demande en combien de mois je vais acheter ce shampoing. Donc le salaire minimum est autour de 350 €. Le coût de la vie, il ressemble à l'Espagne, pour ainsi dire. Donc les personnes vivent sur le crédit de cartes. Les gens ont des cartes pour toutes les grandes enseignes, on va dire. Donc c'est pour ça que la crise, ça a pris du temps. Pendant 30 ans où les gens, bah oui, on peut s'acheter une voiture maintenant. Il y a eu donc une espèce de maquillage de la pauvreté. Et c'est pour ça aussi que les pays voisins voyaient le Chili, on vendait aussi cette image d'un miracle économique, très moderne. Le Chili est un pays très moderne. Oui, mais justement, quand on a une critique féministe et anticapitaliste et antiraciste, on voit bien que ce qui est idéalisé, c'est un progrès qui est censé ressembler aux pays européens. Et c'est comme si les sociétés latino-américaines devaient arriver à cet idéal de société. Oui, non, mais surtout une vision qui n'est pas durable au long terme. Tout à fait. C'est des bulles financières qui finissent en crise, un peu comme la crise de 2008. C'est des bulles de crédit qui explosent parce que les gens n'ont plus les moyens de payer leur crédit. À long terme, ouais, ça ne tient pas sur le long terme. Et ici, pareil, quand je discutais avec des personnes qui disaient, mais qui va gagner avec cette réforme de retraite? Et moi, automatiquement, mais c'est parce que j'ai le cas chilien dans ma tête, bah, les assureurs privés, évidemment. Mais voilà, pour moi, c'était évident parce que je connaissais la situation chilienne, où je me suis dit, bah oui, clairement, les personnes vont devoir cotiser dans le système privé ou investir, comme on dit, dans l'immobilier pour ne pas avoir payé de loyer quand on sera en fin de vie professionnelle. Et pareil, quand on parle des carrières des femmes, on va être vieille et pauvre. Mais ici, on a encore du mal aussi à parler de... Enfin, ça change, mais parler de capitalisme, c'est... Ça change. Difficile.
C'est très difficile. Mais, enfin, là, on voit que de plus en plus, les gens parlent. Mais jusqu'à là, très récemment, c'était vraiment presque tabou de parler de capitalisme dans une discussion, je sais pas, des gens, je sais pas, n'importe qui, dans la famille. Oui, oui. Mais même, je me demandais si par rapport au Chili, j'imagine que l'université est peut-être plus engagée, en tout cas on voulait savoir, parce que même ici, on essaye d'éviter le politique un maximum. Est-ce que ça provoque pas aussi que les gens se mobilisent plus parce qu'il y a plus d'analyse sur le capitalisme? Ah, je pense que ça peut jouer. Alors après, est-ce qu'on analyse vraiment en cours, donc dans les différents cours, parler de capitalisme en soi? Peut-être pas, ou peut-être si. Après, moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus là-bas. Mais j'assiste assez régulièrement à des colloques ou autres où, oui, pour les personnes se permettent une critique sociale plus facilement dans un cadre académique, plus ouvertement, ça c'est sûr. Après, le fait que le monde universitaire, le monde étudiant est quand même beaucoup plus dans les rues, je pense. Et pareil du côté du corps enseignant. Il y a aussi comme un sens différent de l'université. Parce que moi, je fais la comparaison avec Colombie, par exemple, et ici, qui même s'ils sont conscients de tout ce qu'il y a d'un côté politique, il n'y a pas une sensibilisation de la place de l'université dans la société. Son rôle d'étudiant. Je pense qu'il n'y a pas cette conscience. Même s'il a une conscience politique, il n'arrive pas à comprendre que cet espace, par exemple avec l'université populaire, par exemple, moi j'ai eu un peu de mal, justement parce que selon moi, quand on fait une université populaire en Amérique latine, c'est de sortir de l'université, de les murs, et y aller à la rue justement pour échanger avec les gens. Et quand j'ai posé dans son AG, j'ai posé cette idée. Les gens ne comprenaient pas. Non, c'est de l'autre sens. Il faut que les gens viennent. Oui. Mais je pense que c'est justement, il y a quelqu'un qui... Non, mais il faut que les gens viennent ici. Non, mais pourquoi c'est pas... On ne défend pas l'université comme institution, sinon comme un endroit justement. Et je ne sais pas si c'est lié à l'université, l'essence de l'université publique, privée. Je ne comprends pas. Je pense qu'on a une idée différente de l'université. Dans la représentation sociale ou dans l'imaginaire social, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous avez parlé qu'il y a des mobilisations depuis longtemps, mais il y a la phrase « el pueblo se despertó, el pueblo se réveillé ». Qu'est-ce qui se passe maintenant pour utiliser cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des révoltes avant avec les mouvements étudiants. Et quel est le sens maintenant dans la sphère politique, sociale, des mouvements féministes aussi? Pourquoi oui, c'était Chile despertó, le Chili s'est réveillé. C'est que il y avait des groupes, on va dire, vraiment mobilisés depuis longtemps. Donc il y avait un mouvement déjà contre les AFP, contre le système de retraite privé, les Mapuches, donc les peuples indigènes aussi, les féministes, des mouvements écolos aussi. Mais ça restait dans des cercles en fait. Beaucoup de personnes étaient dans des modes de vie où il n'y avait pas d'espace pour s'investir collectivement où que ce soit. Les horaires de travail au Chili, c'est des semaines de 48 heures. Maintenant, il y a eu une des conséquences, justement, c'est des impacts de la mobilisation. C'est qu'en moins d'un mois, une députée, alors communiste, je crois, si je ne me trompe pas, avait proposé de passer à 40 heures par semaine, puisqu'on était à 48, si je ne me trompe pas.
au 44, non. En fait, la proposition c'était de passer à 40 heures, parce que c'était plus de 40 heures. Le projet traînait. Un mois après, mois de novembre à peu près, la loi a été votée. Parce que tout le monde était à la rue. Donc les personnes travaillent énormément, sont endettées et sont tombées dans le consumérisme. C'est-à-dire, ma voiture, mes vacances, le niveau de vie a été gonflé par rapport aux rentrées économiques réelles. Et je sais que, alors, pour reprendre, pas que je sois très importante, mais pour reprendre mes expériences, quand j'arrive dans la ville où habite ma mère, il n'y a plus de place dans les rues parce que les maisons n'avaient pas de garage. Maintenant, les gens ont des voitures. Le fait que je dise je vais à pied, pour les gens c'est impensable. Donc on s'est habitué, les gens se sont habitués à un certain standing qui est faux, parce qu'en fait ce qu'on me disait beaucoup, c'est dans ces cabildos, dans les réunions publiques, les gens c'était aussi une manière de lâcher, mais j'en peux plus en fait, les dettes, je vis une vie qui n'est pas la mienne. Donc Chile Desperto, c'est qu'il y avait des révoltes à des moments précis qui ont mobilisé un groupe des personnes, c'était significatif on va dire, mais ça ne prenait pas plus. Là, la différence, je dirais, des groupes féministes, c'est comme elles ont justement des revendications transversales, ça a permis qu'elles se réunissent, elles se voient plus souvent, on va dire. Elles ont été dans les rues pour des causes donc, qui concernent les femmes et les dissidences sexuelles, et elles étaient aussi dans d'autres causes, on va dire. Et je pense que c'est ce que j'essaye de transmettre maintenant aussi dans le contexte actuel français, c'est que finalement, il faut avoir des moments ensemble. Pour pouvoir faire des actions ensemble, il faut se connaître un peu. Donc là, maintenant, si Chile Desperto, c'est qu'il y a eu cette étincelle, les gens ont osé dire, non, en fait, on n'en peut plus. Et quand, justement, dans la ville où habitent ma mère et mon frère, de 50 000 habitants, il y avait 4 000 personnes dans les rues, les premières semaines. Donc ça a été vraiment massif, et c'est ça le réveil auquel on se réfère. Le Chili n'a pas été complètement endormi ces dernières années, il y a eu des mobilisations fortes, mais justement les personnes qui participent des cabildos sont des gens, générationnellement, il y a une étude qui a été faite par un groupe de sociologues, et ce sont ceux et celles qui étaient jeunes et qui ont participé à des mouvements étudiants de 2016, de 2011. Ce sont plutôt des gens qui ont la trentaine. Donc voilà, ça a pris 30 ans en fait, vraiment. C'est comme en démocratie territoriale, les cabildos, maintenant, qui fait des assemblées par quartier. Oui. Oui, là je sais, en ce moment les cabildos, il y a eu une multiplication et là c'est redescendu. Il y a eu des façons différentes parce que parfois c'était vraiment très très informel. Un groupe de voisins-voisines, coller quelques affiches, on va se voir sur telle place, ramener votre chaise et c'était fait. Dans d'autres occasions c'était des mairies plutôt de gauche on va dire. Qui organisaient, pas le maire qui organisait, mais des gens qui travaillaient qui travaillent et qui se disaient on va organiser au niveau local, donc un cabildo. Et il y a eu un format qui a un peu circulé, un cabildo autour des questions, est-ce qu'une nouvelle constitution, à quoi ça servirait, comment on pourrait la faire. Et donc les gens arrivaient et par petits groupes on parlait donc des 3 questions qui étaient posées, puis on mutualisait. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes présentes a aussi aidé dans ce type d'organisation moins pyramidale en fait. Y a des éléments d'éducation populaire quelque part dans ces cabildos. Donc par petits groupes, parler autour de ces questions-là, puis ensemble discuter donc et arriver donc à quelque chose de commun. Et ces personnes vont créer un parti ou justement l'Assemblée constituante? Non, l'idée n'est pas de créer de parti politique. Alors je pense que ça va être le cas. Évidemment qu'il y a un moment qu'il y aura des personnes qui vont dire on crée un parti.
Mais jusqu'à présent, comme le système a été hérité de la dictature, donc de droite, que les gouvernements postérieurs de centre-gauche n'ont pas changé le système économique, la plupart des gens n'ont pas confiance en fait du tout dans les partis politiques. Je pense que ça peut revenir, hein, mais en créant de nouveaux partis qui vont reproduire les mêmes choses. Mais là, non. Là... Justement lié à ces moments que c'est l'Assemblée, parce qu'il y a les partis féministes. Oui, mais qui est critiqué par... Oui. C'est intéressant de savoir si les personnes sont d'accord ou pas. Bah, la Stacey, par exemple, a tout de suite dit nous, on n'a rien à voir avec ce parti. La Coordinadora, pareil. Il y a certainement, je pense, des initiatives, donc, dont ce parti déjà, de personnes qui vont dire on va faire un parti. Ça peut changer, je ne dis pas le contraire. Mais jusqu'à présent, l'idée c'est que ce soit des organisations de base et des personnes qui soient élues uniquement pour écrire cette constitution, pour la rédiger. Pas dans le sens où des personnes vont être élues et vont constituer donc des équipes pour ensuite être dans le gouvernement, non. Que ce soit une constitution, alors en français on dirait citoyenne, populaire plutôt, parce que citoyenne aussi, ici c'est quand même connoté. Voilà, des représentants du peuple, de la société. Oui, parce que c'est le même cas en Équateur, quand c'est la nouvelle constituante. Ça fait en 2008, c'est le même contexte, la même logique de faire pour association ou pour personnes. Oui. Pas collective pour faire la nouvelle constitution. C'est un peu difficile, mais plutôt parce que les partis politiques de Rafael Correa, c'est la majorité dans l'Assemblée. Donc, il y a des lois, il y a des choses qui ont passé par les partis de la majorité. Donc, je ne sais pas comment ça se passera au Chili. Bah là déjà voir c'est oui ou non nouvelle constitution et quel organe rédige cette constitution, parlementaire mixte avec une partie de représentants et 2/3 du parlement, ou constituyente donc avec des représentants qui rédigeraient cette constitution là. Et donc c'est très difficile de savoir le résultat déjà de ces élections parce qu'il y a aussi une partie réactionnaire qui commence à se mobiliser, qui n'était pas très présente jusqu'à présent, mais là, oui, c'est le cas. Et ce qui me fait penser aussi que justement, il y a eu la crise et la révolte en Équateur, et ça a enchaîné quasiment avec le Chili. Et je pense que la différence, pourquoi... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là, mais pourquoi en Équateur, il y a eu une issue plus rapide, c'est qu'il y avait un organe avec qui négocier. Il y avait la commission indigéniste. De la CONAIE que c'est fort. Donc le gouvernement pouvait négocier, il y avait un groupe constitué. Au Chili, non. Donc, allez, la loi 40 heures de travail par semaine, elle est passée. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Nouvelle constitution, référendum au mois d'avril. Mais il n'y avait pas un groupe en face, structuré, avec qui dire bah, on vous donne ça, et donc, bon, les mobilisations s'arrêtent. Donc si elles n'ont pas arrêté, c'est qu'il y avait, il n'y avait pas de médiateur, on va dire. Et il y a les conditions pour un référendum qu'il soit vraiment... Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup. Que ça soit pas frauduleux. Oui. Non, je pense pas. Alors, Piñera donc, est le frère d'un ex-ministre de Pinochet. Mais c'est aussi une droite néolibérale qui a besoin d'un système démocratique. Là, Piñera, alors là, moi je me fais huer par certains et certaines Chiliennes quand je dis ça. Je dis, mais c'est pas une dictature. Mais comment? Bah non, c'est un régime autoritaire, oui. Il y a de la répression, oui.
atteinte, violation de los derechos humanos, pareil, mais sur le papier, tous les canaux institutionnels sont respectés. Donc, je pense pas. Je pense pas que... Non, le système chilien, avec cette économie-là, a besoin d'un système démocratique maintenant. Et de l'autre côté, plutôt les conditions justement pour que les gens soient vraiment informés de ce qu'il y aura peut-être. Bah, ça, c'est un long travail, c'est sûr. En tout cas, depuis justement octobre, les cabildos et autres, par exemple, quand tu évoquais la question du savoir, et là, une amie qui habite à Santiago, dans un quartier populaire, me disait, bah, elle est le polyclinico, donc c'est l'équivalent de quoi en France? Centre socio-médical du quartier. Telle personne est venue, donc elle a fait des études supérieures, mais c'est pas le cas de sa famille. Un avocat hyper renommé, spécialiste de droit constitutionnel, il est venu pour donner justement une conférence, mais pas une conférence savante, on va dire, mais pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une constitution, quelles sont les manières d'eux. Il y avait justement le cas d'Équateur qui avait été soulevé, d'autres pays où ça s'est fait de cette manière. Donc, est-ce que ça va aboutir vraiment? Je ne sais pas, mais il y a un travail qui est fait justement, des réunions publiques pour informer, sensibiliser le plus de personnes. Alors, pour les personnes qui sont mobilisées ou mobilisables, parce que là, il y a moins de personnes mobilisées encore qu'au début, on veut un changement de constitution et peu importe qu'est-ce qui va se passer en fait. Je pense que c'est sur cette question-là, voilà, on pense que déjà en changeant ça, c'est bien. Mais la façon de changer la constitution, c'est ça la question des référendums, non? Oui. Donc je ne sais pas s'il est en conscience de ce qui peut être impliqué, que ce soit le Parlement qui... Ah ça oui, non, pour les personnes qui étaient à fond dans les mobilisations, c'est clair que personne ne veut que ça soit une constitution rédigée par le Parlement. Par exemple, la coordinadora 8M, non, si on regarde le Facebook de la page par exemple, ou dans les tracts qui circulent maintenant, c'est clairement indiqué Assemblée Constituyente, pas de mixte. Pas de congrès mixte. Non, par rapport à la fraude électorale, alors je suis peut-être naïve, mais je pense que les conditions sont correctes. Ce ne sera pas le cas. Pour le travail de sensibilisation et diffusion, c'est en train de se faire. Et pour les personnes qui sont mobilisées depuis un certain temps, c'est clair que personne ne veut de politiciens dans la rédaction de cette constitution.